Eh bien, bonjour Michel, bienvenue à cette troisième interview de la multiversité populaire. Pour te présenter brièvement auprès de nos spectateurs, donc tu es professeur émérite de sociologie à la Sorbonne, tu as été titulaire de la chaire Durkheim, également auteur d'ouvrages, enfin de plus de 40 ouvrages traduits dans plusieurs langues. Et là, plus récemment, tu nous as gratifié, tu as été super productif, on va dire, ces dernières années. Vu que, il me semble, en 2020, tu publiais L'ère des soulèvements. En 2022-2023, tu publiais Le temps des peurs. Et là encore, récemment, ici, pour la rentrée littéraire, tu y vas, presque pamphlétaire sur tes amis, en fait. Le Grand Orient, les lumières se sont éteintes. Et donc, aujourd'hui, ben, ce qui nous amène à, à te recevoir chez nous. Et on te remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. C'est c'est nous ce qu'on aimerait faire avec la multiversité populaire, c'est vraiment activer une forme de savoir qui soit pratique et qui soit aussi émancipateur, opératif. Et pour, comment dire, essayer un petit peu d'activer les ferments de la co- coagulation populaire, là où on s'est tous fait atomiser. On est devenu un petit peu des individus isolés et impuissants face à un pouvoir qui se joue de nous et qui nous manipule au quotidien. Et il me semble que ton œuvre, d'ailleurs presque depuis le début, s'intéresse à cette puissance populaire qui est instituante face à un pouvoir qui, lui, n'est au final qu'institué et qui ne trouve sa légitimité que dans l'adhésion qu'on veut bien lui donner jusqu'à un certain point. Et donc, notre première question aujourd'hui, c'est un petit peu savoir, toi, comment tu caractérises cette dialectique entre l'instituant et l'institué, et qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? D'abord, merci de cette invitation. Moi, chaque fois que j'interviens, je rappelle qu'on est dans un moment où il faut non pas donner des certitudes, mais bien savoir poser des questions. Et donc, dans l'échange que l'on pourra avoir, pour ma part, c'est un peu là-dessus que j'insisterai. Alors, oui, moi, avant de répondre précisément à ta question, euh, je rappelle chaque fois ce que, en général, on a très peu l'habitude de dire et que l'on a du mal à accepter, c'est que au-delà de cette espèce de grand linéarisme, qui est un peu notre, je dirais, notre cerveau reptilien, le grand mythe du progrès. L'humanité serait partie d'un point A pour arriver à un point B, et ce d'une manière inéluctable. C'est le progressisme. À l'opposé de ça, et je rappelle moi qu'il y a, quand on regarde l'histoire humaine sur 2000 ans de temps, ou même plus, on se rend compte qu'il y a des époques. Hein. Je rappelle, j'aime beaucoup les étymologies, que le mot époque en grec, ça signifie parenthèse. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Voilà. Et donc, de mon point de vue, eh bien, c'est la parenthèse moderne qui est en train de s'achever. Et quelque chose d'autre est en train de naître, une autre époque est en train de naître, ce que, faute de mieux, avec d'autres, j'appelle, moi, la post-modernité. Voilà. Donc, disons-le simplement, changement d'époque, changement de paradigme. Et pour rendre attentif à cela, depuis de longues années, en effet, depuis le début de ma carrière, dans les débuts des années 70, puisque c'est de là que datent mes premiers livres, eh bien, je montrais qu'il y avait un grand décalage entre le pouvoir institué et la puissance instituante. Voilà ma seule idée, je dirais. C'est Heidegger qui dit on a une idée dans sa vie et on tourne autour de cette idée. Moi, pour ma part, j'ai rendu attentif au fait que quand les sociétés équilibrées, c'était des sociétés où il y avait un accord entre le pouvoir, les diverses institutions, et puis la puissance populaire, la sagesse populaire. De mon point de vue, actuellement, il y a un désaccord. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ça le changement d'époque, c'est que d'une certaine manière, ces diverses institutions politiques, universitaires, économiques, institutions de divers ordres d'ailleurs, restent sur les schémas qui ont été les schémas du 17e, 18e, 19e siècle, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, ce grand mythe du progrès,
l'importance du rationalisme, hein, la prévalence de l'individualisme. Voilà le trépied sur lequel encore continuent à rester les élites, gauche et droite confondues. Alors que, de mon point de vue, dans l'époque qui est en gestation, ben voilà, moi j'ai rendu attentif que c'était plus simplement l'individu qui prévalait, mais le nous. Hein, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le temps des tribus, qui insistait là-dessus, que ce n'est plus simplement le rationalisme qui est important, mais l'émotionnel sous ses diverses modulations, comme toujours, pour le meilleur et pour le pire. Que ce n'était plus à bien des égards, justement, ce progressisme, hein, demain on rasera gratis, les lendemains qui chantent, mais qu'il y avait en particulier chez les jeunes générations cette accentuation sur le présent, hein, faire de sa vie une œuvre d'art, ne plus perdre sa vie à la gagner. Voilà un peu voilà le glissement que j'essaie de dire, et il y a donc un désaccord entre le pouvoir institué et la puissance instituante, en particulier, j'insiste là-dessus, puisque ça a été dans le centre que j'ai dirigé, euh, l'étude principale, l'évolution des valeurs chez les jeunes générations. Voilà. Voilà le décalage qui existe, et c'est là où il convient en effet de poser des questions et de rentrer dans un vrai débat. Mais justement, du coup, pour rentrer dans le cadre de cette presque cette dissociation entre les valeurs d'une part de l'institué, donc on pourrait, enfin il y a plusieurs noms pour ça aujourd'hui, il y a les élites, la caste au pouvoir, etc., etc. Et on va dire enfin le peuple qui est donc l'instituant. Dans cette dissociation, on a l'impression qu'il y a enfin presque quelque chose d'antithétique au niveau des valeurs. Comme si les uns, à savoir l'institué, étaient dans des valeurs qui étaient devenues complètement, alors au mieux, on va dire désuètes et surannées, mais au pire, et tu le dis d'ailleurs dans ton livre, c'est-à-dire où si le pire n'est pas certain, le danger, lui, est bien réel. Et dans cette expression, c'est justement, on a l'impression qu'on peut aller vers le pire, mais que le danger, lui, aujourd'hui, de ces valeurs, de ce progressisme-là, qui nous amène vers, enfin, on le voit, et c'est dit texto c'est en fait c'est propagandiste, vers un futur dystopique de contrôle, de surveillance généralisée, qu'on pourrait qualifier également de transhumaniste. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que l'instituant, pour toi, souhaite? Quelle est la question qu'il pose? Et est-ce que c'est pas simplement presque un combat contre une pensée qui est mortifère et morbide, qui en veut presque à la vie d'être ce qu'elle est, à savoir mortelle? Oui, non, moi, je l'ai dit, et dans mon livre que tu viens de citer, l'ère des soulèvements, mais d'ailleurs, dès l'époque, excusez-moi, je suis un vieux monsieur, donc dès mon livre, La violence totale, qui est paru en 1978, hein, je rappelais qu'il y avait un totalitarisme que j'appelais un totalitarisme doux. Hein, j'ai eu tort de Mhm. mettre ce qualificatif. Enfin, il y avait un totalitarisme se voulant démocratique, qui tendait en quelque sorte à hygiéniser l'existence, je dirais, protéger et donc demander la soumission. Quand on protège, on demande la soumission. C'était la pasteurisation de la vie, disais-je à l'époque. Et on a vu comment dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent de s'écouler, ce totalitarisme doux est devenu très violent, finalement. Voilà. Alors, bien sûr qu'il y a cela, mais c'est fréquent dans les histoires humaines que une élite ou une caste qui pressent qu'elle est en train de perdre, hein, c'est un combat d'arrière-garde et particulièrement sanglant. Hein, c'est-à-dire qu'elle tue davantage. Voilà. Alors c'est vrai, il y a quelque chose de cet ordre qui est en jeu. Moi j'ai eu pour un de mes vieux maîtres, Julien Freund à Strasbourg, où je lui ai succédé à l'Institut de polémologie, hein, de combat, et il La montrait guerre. qu'à bien des égards, la guerre, voilà, il montrait qu'à bien des égards, on est dans un de ces moments, j'ai développé cette idée de combat d'arrière-garde. Ah même, donc ils sont très violents ces combats, hein, le sang coule. Bon. En même temps, et voilà moi mon espoir, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas catastrophiste, et je considère que qu'il n'y a pas lieu de l'être vraiment. Parce que quoi qu'il y ait cette espèce d'imposition multiforme, et nous le voyons dans notre vie quotidienne régulièrement, imposition, domination, totalitarisme qui tente encore une fois à s'alourdir, à se généraliser, à se développer. Quoi qu'il y ait cela, je vais dire un tout petit mot très simple.
qui pour moi est un des fils directeurs de mon travail depuis de longues années, il y a de la ruse, rusée, hein, ou ce que j'appelle moi de la duplicité. Hein, La je fais métisse. comme si voilà, c'est comme si j'étais soumis, alors qu'en fait, je vais trouver des biais. Hein, je vais trouver un moyen d'échapper à cette imposition, ce totalitarisme ou cette aliénation. Voilà mon idée. Et c'est cela qui régulièrement ressurgit dans ces soulèvements. Alors c'était pour ce qui nous concerne en France, les Gilets jaunes, les convois de la liberté, les multiples manifestations qui ont pu se faire contre la psychopandémie, le Covid, il y en a des quantités. Et on voit bien comment, de plus en plus, ce que j'appelle ces soulèvements sont en train de se développer. Pas d'une manière politique. Hein, c'est pas quelque chose qui va être la révolution auquel on va atteindre, que l'on va atteindre demain, pour arriver à cette société parfaite. Mais très simplement, tout est bon pour faire une manifestation. Vous voyez. Alors, tu vois, par exemple, ce qui s'est passé en France concernant la loi sur les retraites. Hein. C'est intéressant de voir comment, à cet égard, au-delà des discours syndicaux, moi je vois dans les manifestations, j'habite au Nord-Saint-Michel, des manifestations qui passaient, où je voyais des grandes pancartes de jeunes disant nous de la retraite on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est ne pas bosser, par exemple. Mhm. Voilà des petits symboles, si tu veux, de ce que j'appelle cette ruse. Alors voilà, moi je crois que le combat n'est plus un combat politique, il n'est plus un combat syndical, stricto sensu, ça c'est un peu, ça vient, c'est de la modernité, c'est désuet. Par contre, toute une série de petites attitudes qui consistent en quelque sorte à se rendre maître à nouveau de sa vie. C'est ça, la ruse Mhm. et la divinité. Donc je résume, totalitarisme, oui, en même temps, ruse vécue au quotidien. Mhm. Ouais, c'est un petit peu la dialectique hegelienne entre enfin, le maître et l'esclave finalement, où l'esclave par la ruse, c'est, on va dire, ces petites stratégies d'évitement, peut Oui, reprendre l'initiative. Mais ici justement, enfin, je crois que j'ai deux questions. Une par rapport à l'ordre justement, enfin, tu t'emploies un mot qui est très peu utilisé, très peu connu, et qui pourtant est, je crois, fondamental pour commencer à comprendre la situation et les moyens de s'en sortir, à savoir la poménologie, donc qui est la science, en fait, l'étude de la guerre, l'étude du combat, l'étude de la stratégie, hein. Et deuxièmement, justement, par rapport, on va dire, à cet évidement, la- le fait où enfin, pour moi, c'est comme si, tant qu'on contestait des mesures, on ne conteste pas le système qui génère en permanence ces mesures-là. Et que le système, lui, s'amusait à créer des mesures, sachant très bien, dans ses calculs, par algorithme, etc., etc., qu'on va le contester. Mais tant qu'on conteste la mesure, on ne conteste pas le système. Et on ne cherche pas non plus à le remplacer. C'est-à-dire que tant qu'on en reste là, à- au phénomène qu'il produit, on, on ne remet pas en cause le phénomène qu'il est en soi. Et que aujourd'hui, pour moi, enfin c'est personnel en tout cas, c'est dire comment peut-on remettre en question l'institué en tant que tel. Ça, c'est donc ma première question. Et surtout la deuxième, c'est, il me semble que pour pouvoir y parvenir, les questions qui relèvent du coup d'une pensée stratégique, un petit peu méthodique, sans forcément qu'elle soit idéologique, mais simplement une méthode qui permet de comprendre les positions, les mouvements, et comment parvenir à avoir de vrais schémas opérationnels, on va dire, qui permettent de regagner, si on veut, du territoire, de regagner des positions, et du coup de pouvoir multiplier les différents mouvements pour faire autre chose que ce qui est fait aujourd'hui. Donc pour toi, pour résumer mes deux questions, c'est est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de remettre de A à Z l'institué et donc les pouvoirs aujourd'hui à l'œuvre en question, un, et deux, pour quelle méthode et moyens stratégiques doit-on se donner pour pouvoir quelque part y parvenir? bien, il y a beaucoup de choses. Il faudrait du temps pour y répondre. Alors, tout d'abord, moi je considère que ce n'est plus, comment dire, un combat frontal. Hein. Mhm. Ce combat frontal, c'était celui qui était le propre de la politique.
stricto sensu. Hein, c'est-à-dire, j'ai bien dit tout à l'heure, au travers des partis politiques ou des syndicats, eh bien, en gros, le peuple était considéré comme étant un peu débile. Il fallait lui donner sa conscience, hein, la conscience de classe qui était apportée par des intellectuels, par des révolutionnaires professionnels, par les membres d'un parti, de manière à ce que, ben voilà, elle puisse frontalement se battre. C'était les grèves, c'était les partis politiques, c'était les combats politiques, c'était les élections, etc. Voilà. Moi, de mon point de vue, cela est fini. Hein, je m'appuie ici sur un sociologue italo-allemand qui s'appelle Roberto Michels, qui dans les années 30 avait montré comment la forme parti avait fait son temps parce que c'était le propre d'une oligarchie, hein, des pseudo-démocrates qui étaient peu démophiles finalement, qui n'aimaient pas le peuple. Voilà. Mhm. Pour moi, il me paraît que c'est saturé. Et je le vois en France en particulier, quand on voit le processus des l'abstentionnisme, hein, par rapport aux diverses élections, qui est faramineux, hein, plus de 50%. Parmi les jeunes générations, c'est 84% de gens qui ne vont pas voter, par exemple. Des mécanismes que l'on analyse peu, qui sont les non-inscrits sur les listes électorales. On ne prend pas l'initiative d'aller s'inscrire, etc. Toutes choses qui montrent bien que ce combat frontal, de mon point de vue, est fini. Par contre, et c'est un peu cela que je développais tout à l'heure en disant la ruse, la duplicité, et c'est ça pour moi la vraie polémologie, hein, c'est-à-dire le combat actuel, c'est-à-dire en quelque sorte ne pas avoir une attitude que j'ai dite frontale, c'est-à-dire encore une fois celle du parti politique, mais au contraire quotidiennement s'employer en quelque sorte à ne pas succomber aux diverses impositions. Je donne un exemple très simple. Hein, les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion, hein, Internet, la cyberculture sous ses diverses modulations, ben c'est quelque chose qui est tout à fait alternatif. Autant, par exemple, les médias de mainstream n'ont plus de vraie importance, ou sont très peu lus, ou sont lus par 50 nuances de gris, hein, c'est-à-dire les gens de mon âge, en quelque sorte, qui continuent à lire ces journaux. Moi, c'est plus le cas, d'ailleurs. Mais par contre, je vois aucun ces jeunes, aucun membre de ces jeunes générations qui achète Le Monde, Le Figaro ou même Libération. Hein. Quand on additionne ces journaux, ça représente 3 fois rien. Par contre, ben voilà, sur les réseaux sociaux, là, il y a des initiatives. Voilà ma vraie réponse. Hein. C'est-à-dire, en quelque sorte, des pratiques au quotidien, des pratiques minuscules qui fait que on ne se soumet pas en totalité. Je pense par exemple, alors bien sûr les GAFA, à l'époque déjà, je m'étais amusé, tout jeune chercheur, de montrer que le 3615, je ne sais pas si tu vois ce que c'est que le Minitel, le 3615 en France, c'était un truc, oui, oui, un vieux truc, des années 60, etc. Mais c'était un truc militaire, hein, c'était une organisation militaire. Et il y avait à ce moment-là, je m'étais amusé à montrer, et des chercheurs de mon centre l'avaient analysé, il y avait à ce moment-là les 3615 érotiques. Hein, c'est-à-dire qu'on rusait avec le système pour chercher des pratiques sexuelles qui n'étaient pas conformes. Des Eh bons bien, plans. en gros. Et contemporainement, c'est quelque chose de pareil. On voit sur Internet, alors à la fois du net échangisme, hein, c'est-à-dire en effet chercher des bons plans, comme tu dis, en divers domaines, voilà de la ruse, mais ça va être également, moi je suis par exemple intéressé et fasciné, c'est très curieux, par un philosophe du XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, et sur Internet, j'ai trouvé une quarantaine de groupes de jeunes, pas simplement des philosophes, ingénieurs, n'importe quoi, etc., qui travaillent sur l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, avec lesquels on échange, on discute sur des questions pointues et ardues. Voilà, hein, je dis à la fois échangisme sexuel et en même temps quelque chose qui fait qu'on va avoir des préoccupations théoriques, philosophiques en la matière, ou voire théologiques. Voilà ce que j'appelle, moi, ces petites pratiques, c'est-à-dire que, Mhm. d'une certaine manière, alors on peut en trouver en des quantités de domaines. Hein. Pour moi, les tribus, c'est tribus musicales, sportives, religieuses, sexuelles, etc. Et que Internet, réseaux sociaux, forums de discussion, blogs, Twitter et autres, etc., favorisent ces formes de résistance. Voilà hein, ce qui me paraît être le changement qui est en train de s'opérer, non plus le rapport frontal politique, mais la ruse. Hein, encore une fois, trouver des Mhm. moyens de se réapproprier sa vie. Globalement, Mhm. c'est cela qui est essentiel.
Mais justement, dans le cadre, enfin, comme tu dis, enfin, pour moi aussi, il s'agit de développer des approches qui sont plus, d'ailleurs, dans l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est on parle en fait de ce découplage entre des approches ou frontales ou latérales. C'est un petit peu les deux modalités. Et ici, mon sentiment est que, ben, justement, enfin, ces tribus qui, pour l'instant, sont encore des niches isolées les unes des autres, qui a presque comme la possibilité d'une stratégie en fait d'encerclement où on ne donnerait plus enfin, au système dominant toute l'attention qu'il réclame de nous. Parce que c'est en captant nos attentions qu'il parvient aussi à continuer à être. C'est-à-dire, il fonctionne parce qu'on lui donne ce regard, parce qu'on lui donne ce temps-là. Et que si on commence à se donner du temps à nous et à regarder ce que nous faisons, eh bien, l'attention qui lui est donnée et qui est même, je crois, une de ses conditions d'existence, ne lui est plus donnée. Et donc, dans cette multiplication des positions, des tribus et ou des niches, il y a la possibilité d'une attrition, en fait, du système. Donc ça, c'est un. Et deux, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fonde une tribu. Parce que pour créer, on va dire, c'est comme, il y a la postmodernité, donc est-ce que c'est ce qui est, ou est-ce que c'est ce vers quoi nous allons? Ça aussi, c'est ma question. Est-ce qu'on va vers une post-modernité ou est-ce qu'on va juste vers une post-modernité? Parce que là, je comprends plus, je Oui, suis perdu. bon, attends, avant de répondre, restons sur ce mot postmodernité, hein, qui, moi je vois en France, il y a beaucoup de difficultés à accepter cette expression, ce terme Mhm. même. Euh, Nombre de collègues, sociologues, philosophes préfèrent dire modernité tardive, hyper-modernité, modernité avancée, etc. C'est-à-dire qu'ils veulent rester globalement sur les valeurs modernes qui furent élaborées en Europe et en France en particulier au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et ont peur d'apprécier autre chose en gestation. Pour mémoire, je rappelle que le mot modernité apparaît pour la première fois sous la plume de Baudelaire en 1848. Hein, c'est-à-dire déjà assez tardif. Jusque-là, on disait post-médiévalité. Une grande année d'ailleurs. Voilà. Alors moi, je considère qu'on dit postmodernité, faute de mieux, c'est tout. Hein. Donnons-nous rendez-vous ensemble ici dans 100 ans, et là, on saura le mot qu'il convient d'employer pour dire l'époque qui est en train d'être élaborée actuellement. Bien. Alors, disons-le tout simplement, c'est-à-dire que dans ce passage d'une époque à une autre, moi je dis que dans ce passage, il y a ce qu'on appelle des périodes. Une époque, ça dure 4 siècles. Une période, quelques décennies. Période un peu crépusculaire. C'est ce que nous vivons actuellement, hein, où il y a du grouillement, il y a du fourmillement. Mais en même temps, c'est dans ce grouillement et ce fourmillement, c'est un de mes maîtres, Gilbert Durand, qui rendait attentif à cela. Pour comprendre l'imaginaire d'une époque, il disait il faut saisir le fourmillement. Et ce fourmillement, eh ben voilà, oui, ce sont l'élaboration de ces... Alors je disais tribus à l'époque, je dirais davantage communautés, dans les mégapoles qui sont les nôtres, Internet aidant. Alors, tu me demandes qu'est-ce que c'est ces tribus? Ben, c'est tout simplement, et c'est très simple actuellement, je dis c'est le partage d'un goût, hein, goût musical, sexuel, religieux, sportif, etc., consommatoire. On peut trouver des Philosophique. quantités de... Voilà, hein, un goût, hein, c'est-à-dire, voilà. Et où, dès lors, ce n'est plus simplement le rationnel qui prévaut, hein, je rappelle que le rationalisme, c'est la grande marque moderne, mais c'est l'émotionnel, hein, partage de sentiments, d'affects, d'émotions. Et tout cela crée des ambiances. Voilà. Et donc, du coup, voilà ce qui me paraît être en jeu actuellement. Et cela s'opère, comment dire cela, par une lente sédimentation. Hein, c'est-à-dire, on ne voit pas comment le propre. Ce terme, je l'ai emprunté à un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, et qui montre que quand je sale un verre d'eau ou de sucre, je ne sais plus, du sel ou du sucre, jusqu'au dernier grain, on ne voit pas que l'eau est saturée. Il y a une lente sédimentation. Et puis c'est le dernier grain de sel ou de sucre qui fait que le verre d'eau est saturé. Pour moi, Mhm. voilà la métaphore que j'emprunte actuellement. C'est-à-dire que de fait, il y a une lente sédimentation d'un refus du pouvoir, d'un refus des grandes institutions qui ont marqué la modernité, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit bien sûr au niveau politique, et ou au niveau économique, hein, bien évidemment. Hein.
pourrait longuement réfléchir. Pour moi, la valeur travail a fait son temps et tout à l'avenant, vous voyez, des trucs dans ce genre. Alors voilà, c'est cette lente sédimentation à laquelle il y a lieu d'être attentif. Ça grouille actuellement, ça fourmille de diverses Mhm. manières, et il n'y a pas lieu, de mon point de vue, il n'y a pas lieu de vouloir d'unifier cela. Il vaut mieux le laisser dans sa diversité, dans sa partie. C'est ça, là, non pas l'unité, hein, mais l'unidiversité. Hein, je Mhm. dirais moi. L'unidiversité, c'est que d'une certaine manière, il y a une cohésion de tous ces soulèvements, mais une cohésion en pointillé. Hein. Mhm. Et c'est pour ça que ce n'est plus le schéma du parti politique qui prévaut, mais au contraire, les regroupements, les associations, tous les éléments, je dirais, qui viennent du bas et pas du haut. Hein. Mhm. On a pu définir, si je le dis d'un point de vue philosophique, une société à partir de ce qu'on appelle un topos, une topique. Hein. La topique moderne, le lieu, c'était la verticalité. Hein. Moi, je sais, toi, tu sais pas. Hein, c'est le pouvoir politique, c'est les représentants, les présidents, les députés, les ministres, etc. C'est le professeur, c'est le père, et tutti quanti. Ça, c'est la verticalité. Alors que ce qui est en jeu actuellement, pour moi, la topique, elle est celle de l'horizontalité. Hein, c'est-à-dire ce glissement, en quelque sorte, du vertical à l'horizontal, Internet aidant encore. Donc, il Mhm. faut être attentif à cela et laisser vivre, je dirais, hein, la multiplicité de ces petites tribus, de ces communautés, employant le mot que l'on veut, qui reposent sur un terme intéressant, l'empathie. Hein, c'est plus que la sympathie. Hein, l'empathie, c'est du pathos. L'empathie, c'est de la passion partagée. Mhm. Eh bien, enfin, peut-être ici, ma dernière question pourrait essayer de, voilà, de faire comprendre presque, enfin, je crois, l'enjeu d'ordre presque anthropologique, en fait, de la question des tribus. À savoir ici, bon, il y a tellement de choses que tu dis, c'est d'une densité incroyable, c'est super dur de placer une question, parce qu'il y en a trois tout de suite qui s'ouvrent. Mais c'est justement, tu parles du passage d'une raison logique, calculante, à une nouvelle raison qui est celle en fait du cœur, des affects, du pattern, du sentir. Tu parles aussi du coup de cette raison calculante qui domine et qui prend l'axe vertical avec des auxiliaires où celui qui est en haut prend et celui qui est en bas doit donner, à une logique plus horizontale où on est dans l'ordre en fait de l'échange, du respect mutuel et non plus de la domination. On est dans une possibilité de réciprocité en fait, de respect. Et là, il y a une bascule totale. Enfin, moi, il y a une petite phrase, je te la donne ici, mais je disais, la révolution, c'est pas grand-chose. C'est un arc de cercle à 90 degrés. On passe de A domine B à A rencontre et dit bonjour à B. Ce n'est que ça, en fait. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui... Parce il y a tout de même un mais. Dans l'unidiversité, justement, il y a quelque chose, c'est-à-dire s'il y a toute cette diversité, qu'elle apprend à coexister ensemble, pour pouvoir coexister, pour avoir le préfixe uni, il doit tout de même y avoir un dénominateur commun qui permet cette coexistence et qui, sans unifier, permet tout de même à l'ensemble de vivre ensemble et de laisser vivre les uns et les autres. Pour toi, et du coup, surtout pour nous, pour pouvoir créer ce commun, quel serait justement ce dénominateur dont on aurait besoin pour, qui sait, enfin, réaliser les miracles du futur qu'on attend tous avec impatience. Le futur, d'abord, se vit au présent. Hein. Moi, j'insiste beaucoup que ce qui est important actuellement euh, dans la vie, dans le peuple, les jeunes générations, c'est ce que vous appelez le présentéisme. Hein. C'est pas demain, c'est pas le passé, c'est le présent qui est important. Carpe diem, cueillir aujourd'hui les roses de la vie, comme diront ça, enfin, etc. Bien. Mais avant de répondre précisément, je rappelle un de mes oxymores. Hein, moi, je crois que la postmodernité, il y a beaucoup d'oxymores, hein, c'est-à-dire l'obscure clarté hein, qui tombe des étoiles. Je dirais que au-delà du simple rationalisme, il y a, et c'est le titre d'ailleurs d'un de mes livres, la raison sensible. Raison sensible, c'est-à-dire qu'on garde la raison, en effet, et en même temps l'essence, le sensible. Hein. Je m'inspire, puisque j'ai cité saint Thomas d'Aquin, de
de son œuvre, et puis aussi le philosophe sur lequel il s'appuie et qui, pour moi aussi, est inspirant, Aristote, qui dit « Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens ». Et on voit bien le retour des affects, j'ai dit tout à l'heure, des émotions, des passions, c'est les sens, c'est le corps. Michel Foucault rappelait au XIXe siècle que le corps n'était légitime que s'il produisait ou s'il reproduisait. Là, au contraire, on voit le corps est valorisé pour lui-même. Le corps que j'habille, la mode, le corps que je soigne, la diététique, le corps que je construis, bodybuilding, musculation, sport, etc. Voilà ce que j'appelle, moi, la raison sensible. Et c'est cette raison sensible qui est en train de se développer actuellement. C'est-à-dire, encore une fois, non pas simplement le rationalisme du sachant, moi je sais, toi tu sais pas, je te tire, c'est l'éducation, mais au contraire un processus initiatique. Voilà, moi, le vrai problème. C'est-à-dire qu'il s'agit, non pas encore une fois de vouloir éduquer le peuple, educar, et ça veut dire tirer de l'animalité vers la civilité, de la barbarie vers l'humanité, mais au contraire, le processus initiatique, et c'est l'objet d'un de mes derniers livres, le chemin initiatique, c'est faire ressortir le trésor qui est tout en chacun. Alors, par rapport à ce processus dans l'éducation, moi j'impose mon savoir. Dans l'initiation, j'accompagne. C'est le coaching, je dirais, un processus d'accompagnement. Et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu. C'est-à-dire, là encore, Internet aidant, il y a de l'interaction, de la réversibilité. Quelque chose qui fait qu'il y a un va-et-vient entre des pôles et non pas simplement une espèce de monovalence, d'une attitude unique à partir, je dis bien, du sachant, qu'il soit le prof, qu'il soit le politique, qu'il soit le père de famille. Voilà, le pouvoir, le pouvoir. Et que c'est plus ça qui est en jeu. Alors, comment conjoindre tout cela? Puisque c'est ça le fond de ta remarque. On est dans un moment où il y a, comment dire, excusez-moi, je vais encore le dire en latin. Il y a... Vas-y, on aime ça, le latin. Voilà, une coincidentia oppositorum. Coincidentia oppositorum, ça veut dire... coïncidence des opposés. Voilà, coïncidence des opposés. C'était d'ailleurs un penseur belge du XIVe siècle, Nicolas de Cluse, qui l'avait développé, belge de la région d'Aparna, et montrant comment, justement, non pas quelque chose qui était de la séparation, mais une conjonction à partir des différences. Et l'image que je donne, moi, pour bien rendre attentif à cela, c'est la voûte de la cathédrale gothique. La voûte de la cathédrale repose sur la tension des pierres les unes sur les autres, et que c'est cette tension qui assure sur la longue durée le fait qu'il y ait une cohérence. Ça tient ensemble, si je puis dire. Et du coup, on n'est plus dans l'unité. L'unité, c'était l'un de l'État-nation, l'un de l'individu, le grand système. Auguste Comte, qui est un sociologue, un de mes compatriotes de Montpellier, qui est un fou génial, quand il définissait la société au 19e, il disait « reductio ad unum », on réduit à l'un. Et pour moi, c'est ce qui a été la grande marque de l'individualisme, du nationalisme, etc. Et pour moi, ce un est en train d'être dépassé. On n'est plus... Alors voilà les deux concepts philosophiques que je propose. Non plus l'unité, mais l'unicité. L'unicité, l'unité, c'est le cercle fermé. L'unicité, c'est qu'il y a la cohésion, le cercle est là, mais c'est en pointillé. Chaque séquence garde sa spécificité, sa force. Et alors, on a du mal à le comprendre parce qu'on est habitué à l'unité, nous. Et tu parles aussi d'enracinement dynamique. Et en fait, là, ce que je vois, c'est une forme justement de spirale qui avance. Donc, il y a un cercle, mais il s'ouvre toujours. Oui, pour moi, c'est l'image de la spirale, et ça c'était ma thèse d'état, l'enracinement dynamique, c'est-à-dire comment il peut y avoir, comment la plante humaine, tout d'un coup, se souvient qu'elle est une plante, et que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Voilà. Dynamis, en grec, ça veut dire la force. Enracinement dynamique, c'est-à-dire qu'il y a une force à partir de ses racines, à partir de la tradition, à partir de tous ces éléments que l'on avait cru évacuer, le sacré, le spirituel, le culturel, sous ses diverses modulations. Le matérialisme historique, l'économicisme de gauche et de droite oublie tout cela. Et moi, il me paraît qu'il y a retour de cette dimension-là,
Et voilà cette coïncidence, voilà la voûte de la cathédrale gothique. Voilà comment il peut y avoir à partir de toutes ces tribus, ces petites tribus, hein, j'ai bien dit, partage d'un goût, de quel qu'il soit ce goût, il puisse y avoir, à bien des égards, une manière de préfigurer le monde en gestation. Hein. Alors, c'est un monde qui ne sera pas un, mais qui sera pluriel. Voilà. Et c'est ce mystère, en quelque sorte, je dirais, tiens, si je le dis à travers d'un élément de la théologie catholique, le mystère de la Trinité. Hein, la Trinité, c'est un Dieu, un en trois personnes, si je puis dire. Hein. C'est connu. Eh bien, c'est quelque chose de cet ordre, si on prend cette métaphore, pour moi, qui est en jeu, c'est-à-dire non pas l'enfermement dans le jeu, mais l'épanouissement dans le nous. Voilà. C'est cet épanouissement dans le nous qui est en train de se développer de plus en plus dans la vie quotidienne, dans les pratiques de ces jeunes générations. Super. Malheureusement, je crois aujourd'hui l'interview doit s'achever, mais il y a, je crois, tellement de sujets, et en particulier aussi sur la métaphore de la cathédrale, de la pierre. Enfin, on en fait tous un petit peu partie de cette cathédrale civilisationnelle et sociale. On est chacun un petit caillou et on est chacun aussi, quelque part, sa propre cathédrale à soi. Donc il y a vraiment les deux rapports entre le jeu et le nous. Euh, mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui et de voir comment C'est la pas grave. construire, cette Voilà. belle cathédrale. On reviendra là, mais dans le fond, c'est cette espèce des corporations du Moyen-Âge, hein, comment ensemble on peut construire le temps de l'humanité. Voilà. Au Mhm. revoir. À bientôt. Et merci Merci de cette beaucoup, Michel. invitation. Et Merci. j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser bientôt, en tout cas. Je Merci à toi. l'espère également. Au Au revoir. revoir.